Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Blanche-Neige. Elle avait la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme des roses et les cheveux noirs comme l'ébène. Sa beauté et sa douceur étaient connues dans tout le royaume, et tous l'aimaient, sauf sa belle-mère la reine. La reine possédait un miroir magique qu'elle interrogeait chaque jour. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume? Chaque jour, le miroir lui répondait. Ô reine, c'est vous la plus belle. Mais un jour, le miroir annonça. Vous êtes belle, ô reine, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. La jalousie de la reine se transforma en haine. Elle fit appeler un chasseur et lui ordonna de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de s'en débarrasser et de lui rapporter un signe prouvant sa mort. Mais le cœur du chasseur se brisa face à la pureté et à la gentillesse de la princesse, et il la laissa s'enfuir. Pour tromper la reine, il lui rapporta le cœur d'un animal sauvage. Blanche-Neige, seule et terrifiée dans la forêt, finit par découvrir une maisonnette cachée sous les bois, avec des champignons et des buissons l'entourant comme un rempart naturel. Tout à l'intérieur était minuscule, la table, les chaises, les lits. Blanche-Neige, épuisée, s'allongea et s'endormit. Quand les habitants de la maisonnette, 7 petits nains, rentrèrent de leur journée de travail à la mine, ils furent étonnés de trouver une jeune fille endormie dans l'un de leurs lits. Intrigués et attendris, ils réveillèrent doucement Blanche-Neige, qui leur raconta son histoire. Ils décidèrent alors de la garder avec eux, lui demandant d'être prudente et de ne laisser entrer personne. La reine, cependant, finit par découvrir, grâce à son miroir, que Blanche-Neige était encore en vie. Remplie de rage, elle prépara une pomme empoisonnée et se déguisa en vieille femme pour ne pas être reconnue. Elle se rendit à la maisonnette et, malgré les mises en garde des nains, la princesse accueillit avec gentillesse la vieille femme. Blanche-Neige accepta la pomme offerte, croqua dedans et tomba aussitôt dans un profond sommeil, comme si la vie elle-même l'avait quittée. Quand les nains rentrèrent et la trouvèrent, ils furent dévastés. Incapables de la réveiller, ils placèrent Blanche-Neige dans un cercueil de cristal, en pleine forêt, entouré de fleurs, pour que sa beauté puisse être admirée et qu'on se souvienne d'elle. Les jours passèrent, et le deuil des nains les rapprocha encore plus de leur ami bien-aimé. Un jour, un prince traversa la forêt et aperçut la jeune fille dans son cercueil de cristal. Ému par sa beauté et son histoire, il déposa un tendre baiser sur ses lèvres, et, à cet instant, le charme se rompit. Blanche-Neige ouvrit les yeux, comme si elle se réveillait d'un long rêve. Le prince lui sourit, et elle lui rendit son sourire. Les 7 nains furent remplis de joie et dansèrent autour de leur ami retrouvé. Blanche-Neige et le prince se marièrent dans une grande fête, et les 7 nains furent honorés comme les plus fidèles amis de la princesse. Le royaume tout entier célébra leur bonheur et leur amitié inébranlable, tandis que la reine, apprenant la nouvelle, disparut mystérieusement, emportée par son propre orgueil. Ainsi, Blanche-Neige, le prince et leurs amis les nains vécurent heureux et en paix, protégés par les leçons de bonté et de courage qui avaient marqué leur aventure. Il y avait une fois un petit chat très gentil,
mais très désobéissant. Si on lui disait « Ne fais pas ça », aussitôt il avait une envie irrésistible de le faire. Un jour, il alla se promener dans le jardin et la petite fille, qui était sa maîtresse, lui dit « Reste près de la maison, sinon tu vas te perdre ». Le portail du jardin était ouvert. Que fit le petit chat? Il avança près du portail, mit une patte dehors, puis une autre, et en trottinant le voilà qui part fièrement vers le bois. « Que de belles choses à voir ici !» se dit-il. « C'est plus amusant que de se promener dans le jardin. On dirait que je serais un tigre. » Prenant un air important, il redressa fièrement la tête et joua à marcher entre les arbres comme un tigre dans la jungle. Longtemps il s'amusa, sans voir que la nuit tombait. Tout à coup, il se rendit compte qu'il faisait noir, que les petits oiseaux ne chantaient plus et qu'il était perdu. Partout autour de lui, de grands arbres qui se ressemblaient. Comment retrouver le chemin de la maison? Il s'assit et se mit à pleurer. Au bout d'un moment, un petit lapin passa près de là et s'approcha du chaton. « Pourquoi tu pleures ?» demanda le lapereau. « Je suis perdu, » répondit le petit chat. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» reprit le petit lapin. « Tu vas rester là toute la nuit ?» À l'idée de rester là toute la nuit, le chaton se mit à pleurer de plus belle. Alors le petit lapin lui dit « Ne pleure plus, je t'emmène dans ma maison, mais il faut se dépêcher, maman doit m'attendre. » Les voilà partis tous les deux en courant. Arrivé au terrier, le lapereau dit au chaton « Waouh! Qu'est-ce que tu cours vite et qu'est-ce que tu sautes bien! Tu es le plus rapide de tous les petits lapins que je connais. » Puis il dit à la maman lapin « Maman, j'ai trouvé un bébé lapin perdu dans le bois. Je lui ai dit de venir avec moi. »« Tu as bien fait, » dit maman lapin. « Mangez et allez vite vous coucher. » Le petit lapin s'installa devant une belle salade et commença à manger. Mais le chaton se remit à pleurer. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda le lapereau bien étonné. « Tu n'aimes pas la salade ?»« Non, » gémit le petit chat. « Je n'en ai jamais mangé. » En entendant pleurer, la maman s'approcha et examina son jeune invité. Elle s'écria « Mais tu n'es pas un lapin !» Aussitôt, toute la famille fit le cercle autour de cette bête inconnue. La grand-mère, une vieille lapine pleine d'expérience, dit au chaton « Je parie que tu grimpes aux arbres. »« Bien sûr que je grimpe aux arbres, » répondit-il. « Les lapins ne montent pas aux arbres, » reprit la grand-mère. « Mais les écureuils, oui. Regardez, une longue queue, deux petites oreilles, c'est un bébé écureuil. »« Un bébé écureuil? Un bébé écureuil? Oh, qu'il est mignon !» s'écrièrent tous les petits lapins. « Viens avec moi, » dit papa lapin. « Je vais te ramener chez les tiens. » Il le conduisit au pied d'un arbre et appela « Ouh, monsieur Casse-Noisette !»« Oui, qu'est-ce que c'est ?» cria une voix en haut de l'arbre. « C'est un bébé écureuil qui est perdu. Vous pouvez le rendre à sa famille ?»« Bien sûr, dites-lui de monter. » Le petit chat n'avait pas l'habitude de grimper aux arbres. Il lui fallut du temps pour arriver jusqu'en haut du tronc. Là, au creux des branches, il se glissa dans la maison de monsieur Casse-Noisette. Préoccupé à ranger ses provisions d'hiver, celui-ci fit à peine attention à lui. « Ne te gêne pas, » lui dit-il. « Mange, demain nous chercherons tes parents. » Le petit chat avait très faim, mais il se mit en colère en voyant qu'il n'y avait que des noisettes. D'un coup de patte, il les éparpilla. « Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ?» s'écria monsieur Casse-Noisette. « Je vais t'apprendre à jeter la nourriture, moi. » Déjà, il levait la patte pour battre le chaton, mais il s'arrêta. « Mais tu n'es pas un écureuil. Qui es-tu ?»« Je ne sais pas, » dit en pleurant le chaton. « Je ne sais pas qui je suis, mais j'ai faim. »« Allons, ne pleure pas, » répondit l'écureuil.
Pourquoi es-tu venu ici? Tu n'avais qu'à dire tout de suite que tu es un petit hérisson. Viens, je te ramène chez toi. » Ils descendirent tous les deux de l'arbre et l'écureuil emmena le petit chat chez Madame Hérisson. « Madame Hérisson, dit-il, voici un bébé hérisson qui s'était perdu dans le bois. Je vous le ramène. Bonne nuit. »« Merci, monsieur Casse-Noisette. Bonne nuit, » répondit Madame Hérisson, qui était couchée près de ses enfants. « Va vite manger, » dit-elle au chaton. « Il reste quelques insectes, puis viens te coucher. » Le petit chat croqua vite un insecte, puis voulut se blottir contre les petits hérissons, mais il se piqua très fort. « Aouh! Vous m'avez fait mal! Vous m'avez piqué !» cria-t-il en s'élançant hors du nid. Maman Hérisson examina le petit chat. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-elle. « En tout cas, tu n'es pas un hérisson. » Elle retourna tranquillement près de ses enfants, sans plus s'occuper du chaton, qui se mit de nouveau à pleurer et à crier désespérément. « Miaou! Miaou !» Au bout d'un moment, une chouette vint se poser près de lui et lui dit « En voilà du bruit pour un si petit chat !»« Un petit chat? Je suis un petit chat ?» demanda le chaton tout content. « Bien sûr, tu habites la maison près du bois, de l'autre côté de la route, » dit la chouette qui connaissait bien tous les environs. « Oh, s'il te plaît, ramène-moi à la maison, je suis perdu, » supplia le petit chaton. « Suis-moi, » dit la chouette en s'envolant. Le petit chat la suivit en courant. Ils traversèrent le bois, puis une route, et arrivèrent près d'une maison. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda le chaton. Mais déjà la chouette était repartie vers le bois. Le petit chat examina le portail, le jardin, la maison, et s'écria « Mais oui, je suis chez moi !» Et il se mit à appeler de toutes ses forces « Miaou, miaou !» jusqu'à ce que la petite fille vienne le chercher. Bien au chaud dans ses bras, il se dit « Je n'irai plus jamais me promener tout seul dans le bois. » Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant. Quand enfin la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plantes et les fleurs les plus belles. Mais il était entouré d'un haut mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour, alors que la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un parterre planté de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour. Mais, comme elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. En la voyant si bas, son mari s'inquiéta et lui demanda « Mais que t'arrive-t-il donc, ma chère femme ?»« Oh !» lui répondit-elle. « Je vais mourir si je ne peux pas manger des réponses du jardin de derrière chez nous. » Le mari aimait fort sa femme et pensa « Plutôt que de la laisser mourir, je lui apporterai de ses réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Le jour même, après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière, y prit en toute hâte une pleine main de réponses qu'il rapporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade qu'elle mangea avec une grande avidité. Mais c'était si bon et cela lui avait tellement plu que, le lendemain, au lieu que son envie fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari retournât encore une fois dans le jardin. Au crépuscule, donc, il fit comme la veille, mais quand il sauta du mur dans le jardin,
Il se figea d'effroi, car la sorcière était devant lui. « Quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur !» lui dit-elle avec un regard furibond. « Et de venir me voler mes réponses. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter. »« Oh !» supplia-t-il. « Ne voulez-vous pas user de clémence et préférer miséricorde à justice? Si je l'ai fait, si je me suis décidée à le faire, c'est que j'étais forcée. Ma femme a vu vos réponses par notre petite fenêtre, et elle a été prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu. » La sorcière fit taire sa fureur et lui dit « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu voudras, mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui, et j'en prendrai soin comme une mère. » Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de Réponse et l'emporta avec elle. Réponse était une fillette, et la plus belle qui fût sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait, sans escalier ni porte, au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y monter, elle appelait sous la fenêtre et criait « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Réponse avait de longs et merveilleux cheveux qu'on eût dit de fil d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure et les laissait se dérouler jusqu'en bas, à 20 aunes en dessous, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le prince, qui voulait monter vers elle, chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui. Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là, un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver une sorcière qu'il entendit appeler sous la fenêtre. « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissa se dérouler ses nattes et la sorcière grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance, » se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Et les nattes se déroulèrent aussitôt, et le prince monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle, un homme comme elle n'en avait jamais vu, mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter, et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût vue en personne. Alors Réponse perdit son effroi, et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille marraine la sorcière. » Et elle répondit qu'elle le voulait bien, en mettant sa main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens alors, apporte-moi chaque fois un cordon de soie, j'en ferai une échelle, et quand elle sera finie, je descendrai, et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils convinrent que d'ici là, il viendrait la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille sorcière. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné si, un jour, Réponse ne lui avait dit « Dites, marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le prince, lui, est en haut en un clin d'œil ?»« Ah, scélérate, qu'est-ce que j'entends » s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolée du monde entier, et tu m'as pourtant flouée !» Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse et les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux,
attrapa des ciseaux de sa main droite et, cric, crac, les belles nattes tombaient par terre. Mais si impitoyable était sa cruauté qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique, où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. Ce même jour encore, elle revint attacher solidement les nattes au crochet de la fenêtre, et vers le soir, quand le prince arriva et appela « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» La sorcière laissa se dérouler les nattes jusqu'en bas. Le prince y monta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée Réponse qu'il trouva en haut, c'était la vieille sorcière qui le fixait d'un regard féroce et empoisonné. « Ha 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 !» ricana-t-elle, « viens chercher la dame de ton cœur. Mais le bel oiseau n'est plus au nid, et il ne chante plus. Le chat l'a emporté, comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, Réponse est perdue et tu ne la verras plus jamais. » Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le prince sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais, s'il sauva sa vie, il perdit les yeux en tombant au milieu des épines. Et il erra, désormais aveugle, dans la forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erra ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas tâtonnants l'amenèrent dans la solitude où Réponse vivait elle-même misérablement avec les 2 jumeaux qu'elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il avait entendu une voix qui lui sembla connaître, et tout en tâtonnant, il s'avança vers elle. Réponse le reconnut alors, et lui sauta au cou en pleurant. 2 de ses larmes ayant touché ses yeux, le prince recouvra complètement la vue, et il ramena sa bien-aimée dans son royaume, où ils furent accueillis avec joie et vécurent heureux désormais pendant de longues, longues années de bonheur. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. En l'an 1284, dans la ville prospère de Hamelin, les rues étaient animées et les gens vivaient dans l'abondance, même si peu s'en montraient reconnaissants. La plupart vaquaient à leurs affaires, insouciants et peu préoccupés du sort de leurs voisins. Or, un jour, alors que tout semblait paisible, un fléau inattendu frappa la ville. Une nuée de rats apparut et se multiplia à une vitesse prodigieuse, s'infiltrant dans chaque maison et ravageant toutes les réserves de nourriture. Les rats n'épargnaient rien. Ils rongeaient les sacs de blé, s'attaquaient aux fruits et à la viande et ne laissaient aux habitants que des miettes. Ils grimpèrent par les murs, se faufilèrent sous les portes et envahirent les lits. Les citoyens tentèrent de les chasser en usant de pièges, de poisons et même de chiens et de chats, mais rien n'y fit. Les rongeurs se révélaient plus malins et plus tenaces que jamais. Bientôt, il devint impossible pour les gens de dormir la nuit sans craindre les morsures de ces créatures affamées. Et même les enfants ne pouvaient trouver refuge dans leur lit. Le désespoir gagna le cœur des habitants de Hamelin, et ils se réunirent à l'hôtel de ville pour implorer l'aide de leur maire. Celui-ci, tout aussi dépassé, promit 1000 pièces d'or à quiconque parviendrait à délivrer la ville de cette peste insupportable. C'est alors qu'un homme mystérieux fit son apparition. Il portait un manteau bariolé de couleurs vives et une grande capuche qui dissimulait partiellement son visage.
il se présenta comme le chasseur de rats et offrit ses services en échange de la récompense promise. Le maire, sceptique mais n'ayant aucune autre option, accepta. Sans attendre, le chasseur de rats sortit une flûte d'argent de sa poche et commença à jouer une mélodie envoûtante. Dès que la musique résonna, les rats, comme ensorcelés, émergèrent de leurs cachettes, des égouts, des toits, des caves et même des cuisines. Ils se rassemblèrent autour de l'homme, fascinés, et commencèrent à le suivre docilement. Le joueur de flûte traversa la ville, suivi par une mer de rats, et se dirigeait vers la rivière. Là, toujours en jouant, il s'arrêta au bord de l'eau, et les rats, sans hésitation, plongèrent dans le courant, se noyant un à un jusqu'au dernier. La ville, enfin débarrassée de son fléau, célébrait, chantait de joie. Le chasseur de rats revint pour réclamer sa récompense, mais le maire, voyant qu'il n'avait plus besoin de lui, décida de ne lui donner que 50 pièces d'or, arguant que c'était amplement suffisant pour avoir joué une simple mélodie. « Nous étions convenus de 1000 pièces d'or, » répondit calmement le joueur de flûte. « 1000 pièces pour quelques notes de musique? Vous en recevrez 50, pas une de plus, » déclara le maire, souriant de sa ruse. Le chasseur de rats fixa longuement le maire et, sans un mot de plus, tourna les talons, sa flûte à la main. Les habitants, désormais insouciants, retournèrent à leur occupation, pensant que l'affaire était réglée et oubliant bien vite l'homme mystérieux qui les avait secourus. Mais un matin, peu de temps après, alors que la ville s'éveillait encore, une mélodie douce et étrange résonna à nouveau dans les rues. Cette fois, ce n'étaient pas les rats qui répondirent à l'appel, mais les enfants de Hamelin. Les garçons et les filles, captivés par la musique, quittèrent leur foyer et accoururent vers la place du marché où se tenait le joueur de flûte. Les parents tentaient de les retenir, mais leur appel restait sans réponse. Les enfants semblaient ensorcelés, tout comme les rats l'avaient été auparavant. Le joueur de flûte se remit en marche, quittant la ville par la grande porte, suivi par une longue procession de jeunes, riant et chantant sous l'envoûtement de la musique. Les habitants, saisis de terreur, réalisèrent alors ce qu'ils avaient causé en trahissant leurs promesses. Les cris et les supplications de leurs parents ne parvinrent pas à arrêter les enfants, et ceux-ci suivirent le joueur jusqu'à une montagne. Là, une grotte s'ouvrit devant eux, et le joueur de flûte entra dans l'obscurité, accompagné des enfants de Hamelin. La montagne se referma derrière eux, et ils disparurent pour toujours. Depuis ce jour tragique, la ville de Hamelin ne retrouva jamais ses enfants. La perte et le remords hantèrent les habitants, qui comprirent trop tard les conséquences de leur cupidité. Et on raconte que, les jours de grand vent, les habitants de Hamelin entendent encore les rires et les chants de leurs enfants résonnant dans la montagne. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.